Vous devez retourner à votre place. Ce n'est pas un endroit pour des gens comme vous. L'hôtesse de l'air repoussa Maya loin de la première classe. Je veux juste utiliser les toilettes, dit Maya calmement. Utilisez celle de la classe économique, là où est votre place. D'autres passagers rirent et firent des remarques sur les gens qui se croient importants. Certaines personnes ne savent pas rester à leur place, murmura un homme blanc. Ce que personne ne savait, c'est que Maya avait piloté des avions de chasse militaires pendant des années. Maya Washington traverse l'aéroport international d'Atlanta, très animée. Elle ne porte qu'un sac à dos et une tablette. À 32 ans, elle ressemble à n'importe quelle autre femme d'affaires noire en déplacement professionnel. Personne ne sait qu'elle a déjà piloté des avions de chasse militaires. Personne ne sait qu'elle est titulaire d'un master en ingénierie aérospatiale. Elle embarque à bord du vol Delta 447 à destination de Los Angeles et s'installe au siège 12F. Maya observe discrètement le personnel navigant. Ils sont majoritairement blancs. Elle se souvient des moments douloureux de son passé. « Washington, vous ne correspondez pas au profil que nous recherchons », lui avait dit son commandant militaire il y a des années. Ces mots la blessent encore aujourd'hui. Elle était la meilleure pilote de sa promotion, mais ils l'ont quand même rejetée du programme de pilotage d'élite. Maya repense à son enfance à Détroit. Son père, Marcus, travaillait comme mécanicien à l'aéroport. Sa mère était enseignante. Quand Maya était petite, son père l'emmenait voir les avions décoller et atterrir. C'est ce jour-là qu'elle est tombée amoureuse du pilotage. « Un jour, je piloterai ces gros avions, papa », avait-elle dit. « Je sais que tu y arriveras, ma petite fille. Tu es assez intelligente pour faire tout ce que tu veux », avait-il répondu. Mais l'armée a brisé ce rêve. Après avoir été rejetée, Maya a quitté l'aviation et est devenue consultante en sécurité. Elle s'est éloignée des cockpits. Cela lui faisait trop mal d'être près de ce qu'elle avait perdu. L'avion commence à rouler vers la piste. Maya ouvre sa tablette pour relire quelques rapports de travail. Elle sait toujours tout sur le fonctionnement des avions. Elle ne peut pas oublier sa formation, même si elle essaie. Les autres passagers discutent et rient autour d'elle. Ils ne se doutent pas que la femme silencieuse assise au 12F a déjà piloté des avions de chasse à 800 km/h. Ils ne savent pas qu'elle peut faire atterrir un avion dans une tempête ou réparer des problèmes de moteur en plein vol. Maya a passé 5 ans à essayer d'oublier qu'elle avait été pilote. Mais aujourd'hui, à bord du vol 447, tout cela est sur le point de changer pour toujours. L'avion roule à toute vitesse sur la piste et s'élève dans le ciel. Maya regarde par le hublot les nuages en dessous d'elle. L'espace d'un instant, elle se souvient de la sensation de liberté qu'elle éprouvait dans le ciel. Ce que les 200 passagers ignorent, c'est que leur vie va bientôt dépendre de la femme qu'ils ignorent au siège 12F. Maya ferme les yeux alors que l'avion prend de l'altitude. Elle se souvient de ses 8 ans à Détroit. Son père, Marcus, terminait son service à l'aéroport et venait la chercher à l'école. « Tu veux voir les gros oiseaux voler ?» lui demandait-il. Ils s'asseyaient sur la clôture et regardèrent les avions décoller. Maya posait des questions sans fin sur les moteurs et les ailes. Son père avait toujours les réponses. « Papa, les filles peuvent piloter des avions ?» lui demanda-t-elle un jour. « Ma petite fille, tu peux faire tout ce que tu veux » lui répondit-il. Maya était la seule fille noire de sa classe à l'école de pilotage. Les autres élèves la regardaient fixement. Certains faisaient des commentaires quand l'instructeur ne regardait pas. « Tu es sûr que tu es à ta place ici ?» lui a demandé un garçon blanc nommé Brad pendant sa première semaine. Maya l'a ignoré. Elle a étudié plus que tous les autres. Elle a obtenu les meilleures notes à tous les tests. Elle pouvait nommer toutes les pièces d'un moteur et expliquer leur fonctionnement. Mais les remarques ne cessaient pas. Pendant les vols d'entraînement, les instructeurs remettaient plus souvent en question ses décisions que celles des autres élèves. Ils lui faisaient répéter des manœuvres que les élèves blancs n'avaient à faire qu'une seule fois. « Washington, tu sembles nerveuse là-haut », lui a dit le commandant Harrison après un vol. Maya n'était pas nerveuse. Elle était en colère. Elle volait mieux que la plupart des hommes de sa classe, mais il la traitait comme si elle n'était pas à sa place. Le pire jour est arrivé lors de son évaluation finale. Maya avait réussi tous les tests. Ses notes de vol étaient parfaites, mais le commandant Harrison l'a convoquée dans son bureau. « Washington, vous êtes techniquement compétente », lui a-t-il dit, « mais vous n'avez pas le tempérament nécessaire pour diriger sous pression. » Maya savait ce qu'il voulait vraiment dire. Elle avait déjà entendu ces mots à propos d'autres pilotes noirs. C'était un code pour dire «
vous ne correspondez pas à ce que nous recherchons. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, mes résultats parlent d'eux-mêmes, a répondu Maya. Ma décision est définitive, a rétorqué Harrison. Maya a quitté l'armée ce jour-là. Elle n'a plus jamais piloté d'avion de chasse. Elle a trouvé un emploi de consultante en sécurité, mettant ses connaissances au service des compagnies aériennes pour les aider à résoudre leurs problèmes. Mais elle est restée loin des cockpits. La présence de ce qu'elle avait perdu lui était trop douloureuse. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Maya travaille seule. Elle examine les rapports d'accidents et rédige des recommandations de sécurité. Elle gagne bien sa vie, mais elle n'est pas heureuse. Chaque jour, elle voit des pilotes moins compétents qu'elle aux commandes des avions qu'elle devrait piloter. L'avion se stabilise à l'altitude de croisière. Maya ouvre sa tablette et essaie de se concentrer sur son travail. Mais son esprit ne cesse de revenir à l'époque où elle pensait pouvoir conquérir le ciel. Ce que Maya ignore, c'est que ses compétences de pilote vont bientôt être mises à l'épreuve. 2 heures après le décollage, Maya sent l'avion trembler. La plupart des passagers pensent qu'il s'agit de turbulences normales. Mais Maya sait que ce n'est pas le cas. Elle a déjà ressenti ce genre de secousse auparavant. L'avion monte et descend selon un schéma qui ne correspond pas à des turbulences météorologiques. Maya écoute les moteurs. Le moteur gauche ne semble pas fonctionner correctement. Le bruit change toutes les quelques secondes. Maya observe les agents de bord. Ils essaient de paraître calmes, mais elle voit l'inquiétude sur leur visage. Jennifer, la chef de cabine, regarde sans cesse vers le cockpit. Elle chuchote à l'oreille d'un autre membre d'équipage. « Ça va bien ?» demande un passager à Jennifer. « Juste quelques turbulences. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter » répond Jennifer avec un sourire forcé. Maya n'y croit pas. Elle a lu des milliers de rapports d'accidents. Elle connaît les signes de problèmes mécaniques. Les vibrations dans le plancher s'intensifient. L'avion a de plus en plus de mal à rester à l'horizontale. Les autres passagers retournent à leurs films et à leurs livres. Ils sont convaincus que tout va bien. Maya aimerait pouvoir ignorer sa formation, mais elle en est incapable. Son esprit analyse automatiquement chaque bruit et chaque mouvement. La voix du commandant de bord retentit dans le haut-parleur. « Mesdames et messieurs, nous traversons actuellement une zone de turbulence due aux conditions météorologiques. Veuillez garder vos ceintures bouclées. » Maya remarque la tension dans sa voix. Les pilotes sont formés pour rester calmes, même en cas d'urgence. Mais elle perçoit la tension. Il y a clairement un problème. Un homme d'affaires assis à côté d'elle se plaint des secousses. « C'est ridicule. Je prends l'avion toutes les semaines et je n'ai jamais vu ça. » Maya aimerait lui dire que ce n'est pas dû à la météo, mais elle se tait. Elle ne veut pas semer la panique. Elle observe plutôt les hôtesses de l'air avec plus d'attention. Jennifer passe à nouveau devant elle. Cette fois, Maya remarque que ses mains tremblent légèrement. L'hôtesse de l'air expérimentée sait quelque chose que les passagers ignorent. Maya regarde par le hublot. L'aile semble normale, mais elle remarque que les volets bougent par petites secousses. Ce n'est pas normal non plus. Les systèmes informatiques de l'avion ont peut-être un problème. Elle repense aux paroles de son père. « Fais confiance à ton instinct, ma petite. Si quelque chose te semble anormal, c'est probablement le cas. » L'instinct de Maya lui crie que cet avion est en danger. Elle a déjà ressenti cette combinaison exacte de problèmes lors de son entraînement militaire. Cela signifie généralement plusieurs pannes simultanées. L'avion tangue soudainement vers la gauche. Les passagers retiennent leur souffle. Quelques personnes commencent à paraître nerveuses. Maya agrippe la coudoir, mais pas par peur. Elle calcule le temps dont il dispose avant que la situation ne s'aggrave. Elle regarde Jennifer se précipiter vers le cockpit. L'hôtesse de l'air ne revient pas avant plusieurs minutes. Lorsqu'elle réapparaît, elle est pâle. Maya sait que dans quelques minutes, tout le monde dans cet avion aura besoin de son aide. Elle ne le sait pas encore. Une forte détonation secoue tout l'avion. Maya comprend immédiatement ce qui s'est passé. Le moteur gauche vient de tomber en panne. Les passagers hurlent, tandis que l'avion descend rapidement. Des masques à oxygène jaune tombent du plafond. Les lumières clignotent. Maya reste calme alors que le chaos éclate autour d'elle. « Mettez vos masques !» crie Jennifer pour couvrir le bruit. Maya aide une femme âgée à côté d'elle à mettre son masque, puis met le sien. À travers le hublot, elle voit des flammes sortir du moteur gauche. Des morceaux de métal se détachent et s'envolent. L'avion penche sur la gauche. Maya sent que le pilote lutte pour garder le contrôle. Elle sait qu'il a du mal parce qu'un moteur est en panne et que l'autre fonctionne à plein régime. « Mesdames et messieurs,
« Nous sommes en situation d'urgence », annonce le commandant de bord. Sa voix est tendue par le stress. « Veuillez rester calme et suivre les instructions de l'équipage. » Maya observe les autres passagers paniqués. Certains pleurent, d'autres prient. Quelques-uns appellent à leurs proches sur leur téléphone. Mais l'entraînement militaire de Maya prend le dessus. Elle analyse la situation comme un problème à résoudre. L'avion est secoué violemment. Maya comprend que le pilote perd de la pression hydraulique. Cela signifie que les commandes sont de plus en plus difficiles à utiliser. Il sera presque impossible d'atterrir en toute sécurité. Jennifer court à nouveau vers le cockpit. Cette fois, Maya voit la peur dans ses yeux. L'hôtesse de l'air sait que la situation est grave. Très grave. Maya réfléchit aux options qui s'offrent à elle. Elle pourrait rester à sa place et espérer que les pilotes parviennent à gérer la situation. Ou elle pourrait proposer son aide. Mais elle se souvient de toutes les fois où les gens ont douté de ses capacités à cause de son origine ethnique et de son sexe. Un homme d'affaires blanc assis de l'autre côté de l'allée crie « Pourquoi les pilotes ne font-ils rien? C'est de la folie !» Maya veut expliquer que les pilotes font tout ce qu'ils peuvent, mais la plupart des passagers ne comprendraient pas les problèmes techniques. Ils veulent juste quelqu'un à blâmer. L'avion chute à nouveau. Cette fois, on dirait un ascenseur dont le câble est rompu. Maya estime qu'ils perdent rapidement de l'altitude, trop rapidement. Elle détache sa ceinture de sécurité et se lève. Plusieurs passagers la regardent fixement. « Asseyez-vous !» crie un homme. « Vous ne faites qu'empirer les choses. » Maya l'ignore. Elle sait que les pilotes ont besoin d'aide. Elle sait aussi que la plupart des passagers de cet avion ne feront pas confiance à une femme noire pour leur sauver la vie. Mais Maya a le choix. Elle peut rester silencieuse et laisser la peur la contrôler, ou elle peut utiliser ses compétences pour aider. Elle pense aux 200 personnes à bord de cet avion qui ont une famille qui les attend. Maya se met à marcher vers le cockpit. Elle ne sait pas s'ils la laisseront aider, mais elle doit essayer. Derrière elle, elle entend les passagers se disputer pour savoir si elle doit être autorisée à quitter son siège. Maya ne se retourne pas. Elle a du travail à faire. Maya atteint la porte du cockpit au moment où Jennifer en sort. L'hôtesse de l'air a l'air paniquée. « Madame, vous devez retourner immédiatement à votre siège », dit Jennifer en bloquant le passage à Maya. « Je suis pilote, je peux aider », répond Maya calmement. « Je ne pense pas. Veuillez retourner à votre place et laisser les professionnels s'en occuper. » Derrière elle, les passagers s'agitent de plus en plus. Certains crient à Maya de s'asseoir. D'autres exigent de savoir ce qui se passe. « Cette femme doit rester à sa place », dit un homme blanc d'une voix forte. Maya sort son portefeuille et montre à Jennifer sa licence de pilote militaire et son certificat d'ingénieur aérospatial. Les yeux de Jennifer s'écarquillent lorsqu'elle lit les documents. « Vous êtes vraiment pilote ?» demande Jennifer. « Oui, et en ce moment, vos pilotes ont besoin d'aide. » Jennifer regarde à nouveau le cockpit, puis les certificats de Maya. Elle prend une décision rapide. « Venez avec moi, » dit Jennifer. Ils entrent ensemble dans le cockpit. Maya aperçoit le capitaine Williams, un homme blanc d'une 50aine d'années qui se débat avec des commandes qui ne répondent pas. Le copilote, James Mitchell, est affalé, inconscient. « Capitaine, voici Maya Washington. C'est une pilote certifiée, » dit rapidement Jennifer. Williams lève les yeux, le visage ruisselant de sueur. « Vous connaissez les systèmes du Boeing 757 ?» Maya hoche la tête. « J'ai des qualifications sur les avions militaires et les avions commerciaux. Je connais les systèmes hydrauliques, la gestion des moteurs et les procédures d'urgence. » Williams la fixe du regard pendant une seconde. Maya sait qu'il est en train de décider s'il peut confier la vie de tout le monde à une femme noire. Le copilote s'est évanoui à cause des changements de pression. Le moteur numéro 1 est en panne. Le moteur numéro 2 est en train de lâcher. Le système hydraulique est hors service, dit Williams. Maya vérifie le pouls de James Mitchell. Il respire, mais il est inconscient. Elle l'attache solidement, puis se dirige vers le siège du copilote. « Quelle est notre altitude ?» demande Maya en scrutant les instruments. « 22 000 pieds et en descente. Je ne peux pas contrôler la vitesse de descente. » Les mains de Maya se déplacent rapidement sur les commandes. Elle voit exactement ce qui ne va pas. L'avion est en spirale mortelle, mais tout n'est pas perdu. Pas encore. « Capitaine, vous devez me faire confiance, » dit Maya. « Je sais comment réparer ça. » Williams la regarde à nouveau. Cette fois, Maya voit quelque chose de différent dans ses yeux. Pas du doute, mais de l'espoir. « Prenez les commandes, » dit-il. Maya saisit le volant.
Pour la première fois depuis 5 ans, elle vole à nouveau. L'avion répond à ses commandes comme un vieil ami. Mais Maya sait que le plus dur reste à venir. Elle doit poser cet avion en panne avec 200 personnes qui comptent sur elle. À l'extérieur du cockpit, les passagers continuent de se disputer pour savoir si elle doit être autorisée à aider. Ils n'ont aucune idée que leur vie dépend désormais de la femme qu'ils critiquaient quelques instants auparavant. Les mains de Maya agrippent les commandes, tandis que l'avion continue de descendre. Elle sent l'appareil lutter contre elle, mais elle ne panique pas. C'est pour cela qu'elle a été formée. « Capitaine, vous devez vous occuper de la radio. Appelez le contrôle aérien de Denver et dites-leur que nous avons besoin d'une autorisation d'urgence, » dit Maya. Williams acquiesce et commence à parler au contrôle aérien. Maya se concentre sur les instruments. L'avion descend trop vite, mais elle parvient à le ralentir. Elle ajuste les volets et modifie la puissance des moteurs. L'avion réagit légèrement. Il continue de descendre, mais moins rapidement. « Comment savez-vous tout cela ?» demande Williams entre 2 appels radio. « Grâce à ma formation militaire. J'ai piloté des F-16 avant de devenir consultante, » explique Maya. Williams a l'air surpris. « Vous étiez pilote de chasse ?»« Oui, jusqu'à ce qu'il décide que je n'avais pas l'étoffe d'un leader, » répond Maya avec une pointe d'amertume. Maya vérifie les jauges de carburant. Ils perdent du carburant à cause de conduites endommagées. Elle calcule le temps qu'il leur reste avant que le moteur ne tombe en panne. « Il nous reste peut-être 20 minutes de carburant, » dit-elle à Williams. « Il n'y a pas d'aéroport à moins de 20 minutes, » répond Williams. Maya réfléchit rapidement. Elle se souvient de sa formation militaire sur les atterrissages d'urgence. Il y a des pistes d'atterrissage abandonnées dans les montagnes, mais elles sont dangereuses. Il y a une ancienne piste militaire dans le Colorado. Elle n'est pas entretenue, mais elle est assez longue, dit Maya. C'est fou. Personne n'atterrit avec un avion commercial sur une piste abandonnée, dit Williams. Maya le regarde sérieusement. Capitaine, nous n'avons pas d'autre choix. C'est ça ou s'écraser dans les montagnes. Williams réfléchit. Il vole depuis 30 ans, mais il n'a jamais été confronté à une telle situation. Maya semble savoir exactement quoi faire. D'accord, dit-il finalement. Vous êtes aux commandes. Maya se sent envahie par une vague de confiance. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui fait confiance pour prendre les commandes. Elle ne les laissera pas tomber. Elle commence à diriger l'avion vers la piste abandonnée. Les commandes sont encore difficiles à utiliser, mais Maya compense grâce à son expérience. Derrière eux, James Mitchell commence à se réveiller. Il voit Maya dans le siège du copilote et semble confus. « Qui êtes-vous » demande-t-il faiblement. « Je m'appelle Maya Washington. J'aide le capitaine Williams à piloter l'avion, » répond Maya. James essaie de s'asseoir, mais Maya le repousse doucement. « Vous devez vous reposer. Vous avez une commotion cérébrale. »« Mais je suis le copilote, » proteste James. « Pour l'instant, c'est moi le copilote, » répond Maya d'un ton ferme. « Et je vais nous ramener tous sains et saufs à la maison. » Maya se retourne vers les commandes. Elle aperçoit les montagnes devant elle. Quelque part parmi ces sommets se trouve une piste d'atterrissage qui pourrait leur sauver la vie. Elle doit la trouver avant que le carburant ne soit épuisé. Maya fixe l'écran de navigation. La plupart des instruments sont hors service, mais elle peut encore voir leur position approximative. La piste d'atterrissage abandonnée se trouve quelque part devant eux, mais elle doit la trouver sans équipement adéquat. « Capitaine, quelle est notre position exacte ?» demande Maya. Williams vérifie son GPS. « Nous sommes à environ 65 km au sud-est de Denver, en direction des Rocheuses. » Maya ferme les yeux et réfléchit. Elle se souvient avoir étudié des cartes pendant sa formation militaire. Il y avait une ancienne piste d'entraînement de l'armée de l'air appelée Falcon Ridge. Elle avait été construite dans les années 1960 pour les atterrissages d'urgence. « Je sais où nous devons aller, » dit Maya. « Tournez de 15 degrés vers le nord. »« Vous êtes sûr? Cela nous enfonce plus profondément dans les montagnes, » dit Williams. « Faites-moi confiance. J'ai déjà étudié ces montagnes. » Maya prend le contrôle de la radio. « Denver Control, ici Delta 447. Nous tentons un atterrissage d'urgence à Falcon Ridge. Demande des services d'urgence. » Le contrôleur aérien semble perplexe. « Delta 447, cette piste est fermée depuis 20 ans. Elle n'est pas sûre pour les avions commerciaux. »« Nous n'avons pas le choix, » répond Maya. « Nous sommes à court de carburant et d'altitude. » Maya commence à calculer leur trajectoire d'approche. La piste est courte et entourée de pics.
Elle devra faire atterrir l'avion à un angle prononcé et s'arrêter rapidement. « Comment connaissez-vous cette piste ?» demande Williams. « Je m'y suis entraîné quand j'étais cadette. Nous avons pratiqué les atterrissages d'urgence sur des pistes courtes, » explique Maya. James Mitchell est désormais plus alerte. Il observe Maya travailler avec un émerveillement grandissant. « Vous faites des choses que je n'ai jamais vues auparavant. » Maya ajuste soigneusement la puissance restante du moteur. Trop, et ils dépasseront la piste. Pas assez, et ils s'écraseront dans les montagnes. « Là !» dit Maya en pointant devant elle. « Vous voyez ?» Williams plisse les yeux à travers le pare-brise. « Je ne vois rien. » Maya aperçoit la silhouette floue de l'ancienne piste. Elle ressemble à une égratignure sur le flanc de la montagne, mais elle est bien là. « 10 degrés à gauche, » dit Maya à Williams. L'avion tourne lentement. Maya sent que l'appareil devient plus difficile à contrôler à mesure qu'ils perdent de l'altitude. Mais elle continue à ajuster sa trajectoire, mettant à profit toutes les compétences acquises dans l'armée. « Maya, je dois vous demander, » dit Williams. « Pourquoi avez-vous quitté l'armée de l'air ?» Maya serre les mâchoires. « Ils ont dit que je n'avais pas l'étoffe d'un leader, que je n'avais pas la personnalité requise pour commander. » Williams la regarde avec un nouveau respect. « Ce sont des idiots. » Maya s'autorise un petit sourire. « Oui, ce sont des idiots. » Elle se concentre sur l'approche. La piste se rapproche, mais Maya sait que le plus dur reste à faire. Elle doit poser un avion de ligne endommagé sur une piste conçue pour de petits avions militaires. « Accrochez-vous, » dit Maya. « Ça va être rude. » Maya aligne l'avion avec l'ancienne piste. Elle semble incroyablement courte et étroite pour un avion de ligne. La neige tombe, rendant la visibilité encore plus difficile. « Maya, c'est du suicide », dit Williams en fixant la minuscule piste devant lui. « Capitaine, nous n'avons plus d'option. » « La jauge de carburant est presque vide, » répond Maya. Elle abaisse manuellement le train d'atterrissage car le système hydraulique est en panne. L'avion tremble lorsque les roues sortent. « Préparez-vous à l'impact », annonce Maya par l'interphone. « Nous arrivons vite. » Dans la cabine, les passagers s'agrippent à leur siège. Certains pleurent, d'autres prient. Ils peuvent voir les montagnes se rapprocher à travers les hublots. Maya sent l'avion lutter contre elle alors qu'elle le fait descendre. Le moteur restant crache. Elle a peut-être 2 minutes avant qu'il ne s'éteigne complètement. « Altitude, 1500 pieds », crie Williams. Maya incline davantage le nez de l'avion. C'est le moment le plus dangereux. Si elle descend trop à plat, ils dépasseront la piste et s'écraseront sur les rochers. Si elle descend trop à pic, ils heurteront le sol trop violemment. « 1000 pieds », dit Williams. Maya voit clairement la piste maintenant. Elle est fissurée et recouverte de neige, mais c'est leur seule chance. 500 pieds. L'avion va trop vite. Maya tire sur la manette des gaz, mais il ne reste plus beaucoup de puissance à réduire. 300 pieds. Maya sent l'avion toucher le sol violemment. Le train d'atterrissage absorbe le choc, mais de justesse. L'avion rebondit une fois, puis se stabilise sur la piste. « On a atterri !» crie Williams, mais Maya n'a pas encore terminé. Ils vont encore trop vite pour cette piste courte. Elle inverse la poussée des moteurs et freine aussi fort qu'elle le peut. L'avion dérape sur la surface glacée. Maya voit le bout de la piste approcher rapidement. Au-delà, il y a une falaise. « Allez !» murmure Maya en luttant contre les commandes. Les freins fument, les pneus crissent sur le bitume. Mais l'avion ralentit enfin. À une quinzaine de mètres de la falaise, l'avion s'arrête. Un silence complet envahit le cockpit pendant un instant. Puis William s'éclate de rire, soulagé. « Tu as réussi, dit-il. Tu as vraiment réussi. » Maya s'affale sur son siège, épuisée. À travers le pare-brise, elle voit des véhicules d'urgence foncer vers eux à travers la neige. « Maya » dit James Mitchell d'une voix faible. « Merci. » Maya hoche la tête, trop fatiguée pour parler. Elle vient de sauver 200 vies grâce à des compétences que l'armée lui refusait. Dans la cabine, les passagers applaudissent et pleurent à la fois. Ils ne savent pas encore qu'une femme noire leur a sauvé la vie, mais ils sont sur le point de le découvrir. Maya ouvre la porte du cockpit et entre dans la cabine. Tous les passagers la regardent. Certains ont l'air perplexes. D'autres semblent choqués qu'une femme noire ait piloté leur avion. « Mesdames et messieurs, » annonce le capitaine Williams, « je vous présente Maya Washington. Elle vient de nous sauver la vie à tous. » La cabine éclate en applaudissements, mais Maya remarque des réactions mitigées. Certains passagers sont sincèrement reconnaissants. D'autres semblent mal à l'aise. Jennifer, l'hôtesse de l'air, s'approche, les larmes aux yeux. « Je suis désolée d'avoir douté de vous tout à l'heure, dit-elle en serrant Maya dans ses bras.
Vous avez juste fait votre travail, répond Maya. Une femme âgée blanche prend la main de Maya. Merci ma chère, vous êtes une héroïne. Mais Maya remarque également des passagers qui évitent son regard. Elle entend des conversations chuchotées pour savoir si elle était vraiment qualifiée pour piloter l'avion. Les équipes d'urgence montent à bord de l'avion. Les ambulanciers s'occupent des passagers blessés, tandis que les enquêteurs commencent à documenter l'incident. Un journaliste qui se trouvait à bord s'approche de Maya. Mademoiselle Washington, qu'est-ce que ça fait d'être une héroïne? Maya n'aime pas être sous les feux de la rampe. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. N'importe qui avec ma formation aurait fait la même chose. Mais vous n'êtes pas n'importe qui, insiste le journaliste. Vous êtes une femme noire qui a sauvé 200 vies. C'est une histoire incroyable. Maya se sent mal à l'aise. Elle sait que les médias vont se concentrer sur son origine ethnique et son sexe plutôt que sur ses compétences. Le capitaine Williams fait sa déposition aux enquêteurs. Sans Maya Washington, nous nous serions écrasés. Elle a fait preuve d'une habileté et d'un leadership exceptionnel. James Mitchell, désormais complètement conscient, fait également l'éloge de Maya. Elle savait exactement quoi faire. Je n'ai jamais vu un pilotage comme ça. Mais Maya remarque comment les premiers reportages la décrivent. Ils la qualifient de passagère ayant de l'expérience en vol, au lieu de pilote militaire. Ils mentionnent qu'elle a aidé à faire atterrir l'avion au lieu de dire qu'elle l'a sauvé. Maya parle à son père au téléphone. « Je suis fier de toi, ma petite fille, » lui dit Marcus. « Tu leur as prouvé qu'ils avaient tort. »« Vraiment, papa? Ou j'ai juste eu de la chance ?» demande Maya. « La chance ne permet pas de faire atterrir un avion en panne dans une tempête de neige, » répond son père. « C'était ton talent. » Maya sait que son père a raison, mais elle sait aussi que le monde va remettre en question ses capacités. Il l'a toujours fait. Une jeune fille noire s'approche de Maya dans le terminal de l'aéroport. « Mademoiselle Washington, quand je serai grande, je veux être pilote comme vous. » Maya sourit à la fillette. « Comment tu t'appelles ?»« Alia, j'ai 16 ans. » « Eh bien, Alia, si tu travailles dur et que tu ne laisses personne te dire que tu n'y arriveras pas, tu pourras piloter n'importe quel avion. » Maya réalise que ce moment pourrait avoir une signification bien plus grande qu'un simple atterrissage d'urgence. Il pourrait montrer à d'autres jeunes femmes noires qu'elles aussi peuvent atteindre les sommets. En quelques heures, l'histoire fait le tour du pays. Maya fait la une des journaux, mais elle n'aime pas la façon dont les médias racontent son histoire. Une passagère héroïque aide à faire atterrir un avion endommagé, titre un journal. Un autre titre, une femme aide le commandant de bord à effectuer un atterrissage d'urgence. Maya regarde les reportages depuis sa chambre d'hôtel. La plupart des articles mentionnent à peine son passé militaire ou son diplôme d'ingénieur. Ils insistent plutôt sur sa chance ou son courage, plutôt que sur ses compétences. Un journaliste blanc interviewe le capitaine Williams à la télévision. Était-ce inhabituel qu'un passager prenne les commandes de l'avion? Maya Washington n'est pas n'importe quelle passagère, répond fermement Williams. C'est une pilote hautement qualifiée qui a sauvé 200 vies. Je n'aurais pas pu le faire sans elle. Mais le journaliste continue de minimiser le rôle de Maya. Elle vous a juste aidé à faire atterrir l'avion. Williams semble frustré. Elle ne m'a pas aidé, elle a posé l'avion. Je luttais avec les commandes quand elle a pris le relais. Maya reçoit des dizaines de demandes d'interview. La plupart des journalistes lui posent les mêmes questions. Qu'avez-vous ressenti en étant la seule femme noire dans le cockpit? Avez-vous eu peur? Avez-vous pensé à votre famille? Maya tente d'orienter la conversation vers la sécurité aérienne et ses connaissances techniques. Mais les journalistes semblent plus intéressés par ses émotions que par son expertise. Un journaliste blanc lui demande « Pensez-vous vraiment que vous méritiez de prendre les commandes de cet avion ?» Maya le fixe du regard. « J'avais l'expérience et la formation les plus pertinentes. Quelle autre qualification aurait dû compter ?»« Eh bien, vous n'êtes pas vraiment pilote commercial, » rétorque le journaliste. « Je suis pilote militaire et j'ai plus d'heures de vol que la plupart des pilotes commerciaux, » répond Maya. « J'ai des diplômes supérieurs en ingénierie aérospatiale. Je connais ces systèmes aéronautiques mieux que quiconque. » Le journaliste semble mal à l'aise. « Je vous demande simplement ce que les téléspectateurs veulent savoir. » Maya se rend compte que c'est exactement ce qui lui est arrivé dans l'armée. Les gens remettaient en question ses qualifications en raison de son origine ethnique et de son sexe, et non de ses compétences réelles. Les réseaux sociaux racontent une autre histoire.
Les communautés noires célèbrent Maya comme une héroïne. De jeunes femmes noires publient des messages dans lesquels elles expriment leur désir de devenir pilote. Le hashtag Chisha Maya Washington Hero est tendance dans le monde entier. Maya reçoit des milliers de messages de remerciements. Mais elle reçoit également des messages haineux de personnes qui trouvent qu'elle reçoit trop d'attention. 3 jours après l'atterrissage, la FAA publie son rapport préliminaire. Il confirme que la réactivité et l'habileté de Maya ont permis d'éviter un accident catastrophique. Les actions de Mme Washington ont été décisives et techniquement irréprochables, indique le rapport. Son intervention a été cruciale pour le dénouement heureux de cette affaire. Maya espère que cette reconnaissance officielle changera le regard que les gens portent sur elle, mais elle sait que le combat pour le respect est loin d'être terminé. Elle pense à Alia, la jeune fille qui veut devenir pilote. Maya réalise qu'elle a la responsabilité de profiter de ce moment pour ouvrir des portes à d'autres personnes comme elle. Maya retourne chez elle à Oakland, en Californie. Elle essaie de reprendre une vie normale, mais tout a changé. L'atterrissage n'a pas seulement sauvé 200 vies, il a changé qui elle est. Elle rend visite à son père Marcus, qui a maintenant 72 ans. Il l'accueille avec le plus grand sourire qu'elle ait jamais vu. « Ma petite fille, je suis si fier de toi », lui dit-il en la serrant fort dans ses bras. « Tu as montré au monde entier ce que j'ai toujours su. Tu es la meilleure pilote qu'ils aient jamais vue. » Maya est assise avec son père dans son salon. « Papa, je ne sais pas quoi faire maintenant. Je ne peux pas retourner à la rédaction de rapports de sécurité. » « Peut-être que tu n'es pas censé y retourner, » répond Marcus. « C'est peut-être l'occasion pour toi de faire quelque chose de plus grand. » Maya ouvre une boîte remplie de lettres de jeunes gens de tout le pays. La plupart ont été écrites par des filles noires qui veulent devenir pilotes après avoir entendu son histoire. Une lettre se détache du lot. Elle est signée Alia, l'adolescente qu'elle a rencontrée à l'aéroport. « Chère Madame Washington, » écrit-elle, « j'économise pour prendre des cours de pilotage depuis que je vous ai rencontré. Vous m'avez montré que les gens comme moi peuvent aussi voler. Je veux être comme vous quand je serai grande. » Maya sent les larmes lui monter aux yeux. Elle réalise que son histoire ne se résume pas à un atterrissage d'urgence. Il s'agit de représentation et de briser les barrières. Une autre lettre provient d'une source inattendue, le commandant Harrison, son ancien instructeur militaire, l'homme qu'il avait rejeté du programme de pilotage d'élite il y a des années. « Maya, » écrit-il, « je me suis trompé à votre sujet. J'ai laissé mes préjugés obscurcir mon jugement. Vous avez toujours eu les compétences et le tempérament nécessaires pour diriger. Je suis désolé de t'avoir refusé cette opportunité. » Maya fixe longuement la lettre. Ses excuses lui font plaisir, mais elles la mettent aussi en colère. Combien d'autres pilotes noirs qualifiés ont été rejetés à cause d'hommes comme Harrison? Maya prend une décision. Elle ne laissera pas passer cette occasion de changer les choses. Elle commence à rechercher combien de pilotes noirs travaillent pour les grandes compagnies aériennes. Les chiffres la choquent. Moins de 3% des pilotes commerciaux sont noirs. Les femmes noires sont encore moins nombreuses. L'industrie aéronautique est majoritairement blanche et masculine. Maya pense à tous ces jeunes noirs qui aiment les avions, mais n'envisagent jamais de devenir pilote. Ils ne voient personne qui leur ressemble dans un cockpit. Elle appelle le capitaine Williams. « Je veux lancer un programme de formation pour les pilotes noirs », lui dit-elle. « C'est une excellente idée, » répond Williams. « Comment puis-je vous aider ? J'ai besoin de contacts dans le secteur. Des personnes qui peuvent fournir des avions d'entraînement et des opportunités d'emploi. » Maya appelle également James Mitchell, le copilote qui s'est remis de ses blessures. « Je veux aider à former la prochaine génération de pilotes, » lui dit-elle. « Comptez sur moi, » répond Mitchell. « Après ce que vous avez fait pour nous, je vous aiderai autant que possible. » Maya sait que cela ne sera pas facile. Elle devra faire face à la résistance de personnes qui pensent qu'elle attire trop l'attention. Mais elle sait aussi qu'elle dispose désormais d'une tribune qu'elle n'avait pas auparavant. Elle repense aux paroles de son père. C'est peut-être l'occasion de faire quelque chose de plus grand. Maya est prête à saisir cette chance. Maya refuse les offres d'emploi de 3 grandes compagnies aériennes. Elle utilise plutôt ses économies et les dons de ses supporters pour créer la Black Wings Foundation. La mission de la fondation est simple, former des pilotes noirs qualifiés et les aider à trouver un emploi dans les compagnies aériennes. Maya sait que la présence de pilotes noirs dans les cockpits inspirera davantage de jeunes à se lancer dans l'aviation. Elle loue des bureaux à Oakland et commence à recruter des instructeurs. Le capitaine Williams devient son premier instructeur bénévole.
James Mitchell rejoint l'équipe en tant que coordinateur de la formation. Maya contacte également des universités historiquement noires. Elle offre des bourses pour des programmes d'aviation qui sont sous-financés depuis des décennies. Nous ne demandons pas un traitement spécial, explique Maya au président d'université. Nous demandons l'égalité des chances. La première promotion de la Black Wings Foundation compte 15 étudiants. Ils sont âgés de 18 à 35 ans. Tous sont intelligents et motivés, mais la plupart n'auraient jamais pu se permettre de suivre une formation de pilote par leurs propres moyens. Maya interviewe personnellement chaque étudiant. Elle se souvient de ses propres difficultés et veut s'assurer qu'ils réussissent. « Pourquoi veux-tu devenir pilote ?» demande Maya à Aalia, qui a aujourd'hui 20 ans et a obtenu sa licence de pilote privé. « Parce que tu m'as montré que c'était possible, » répond Aalia. « Je veux montrer à d'autres petites filles qu'elles peuvent aussi voler. » Maya sourit. C'est exactement ce qu'elle espérait accomplir. La Fondation fait l'objet de critiques de la part de certaines personnes du secteur de l'aviation. Elles affirment que Maya encourage le racisme inversé en se concentrant sur les pilotes noirs. Maya répond directement à ces critiques lors d'une interview télévisée. Le secteur de l'aviation est majoritairement blanc et masculin depuis des décennies. Nous essayons simplement de rétablir l'égalité des chances. Mais les postes de pilote ne devraient-ils pas revenir aux candidats les plus qualifiés ? Demande l'intervieweur. Absolument, répond Maya. C'est pourquoi nous formons nos étudiants pour qu'ils acquièrent des compétences exceptionnelles. Tous les pilotes que nous diplômons seront pleinement qualifiés et prêts à travailler. Maya témoigne également devant le Congrès américain au sujet de la discrimination dans l'aviation. Elle présente des données montrant comment des pilotes noirs qualifiés ont été systématiquement exclus des opportunités. Il ne s'agit pas seulement d'équité, déclare Maya devant la commission parlementaire. Il s'agit de sécurité. L'industrie aéronautique a besoin des meilleurs pilotes, quelle que soit leur origine. Le commandant Harrison, ancien instructeur de Maya, témoigne également. Il admet avoir rejeté des candidats noirs qualifiés en raison de ses propres préjugés. « J'ai eu tort », déclare Harrison publiquement. Maya Washington et les pilotes comme elle auraient dû avoir leur chance il y a des années. Maya apprécie son honnêteté, mais elle sait qu'il ne suffit pas de reconnaître ses erreurs passées. L'industrie doit changer ses pratiques d'embauche. 6 mois après avoir créé sa fondation, Maya reçoit une nouvelle qui la rend fière. 3 de ses élèves ont été embauchés par de grandes compagnies aériennes. Aalia est acceptée dans un programme de formation de pilote commercial. Maya réalise que son atterrissage d'urgence n'était qu'un début. Sa véritable mission est d'ouvrir le ciel à tous. 2 ans après l'atterrissage d'urgence, la Black Wings Foundation a formé 45 nouveaux pilotes. Le programme de Maya affiche un taux de placement de 95%, supérieur à celui de la plupart des écoles de pilotage traditionnelles. Maya ouvre un 2e centre de formation à Atlanta, plus près des sièges sociaux des grandes compagnies aériennes. Elle s'associe à Delta, United et American Airlines pour créer des filières d'embauche directes pour ses diplômés. Ce succès attire l'attention de tout le pays. Maya apparaît dans de grandes émissions de télévision et prend la parole lors de conférences sur l'aviation à travers le monde. Il y a 5 ans, on m'a dit que je n'avais pas le tempérament nécessaire pour diriger, confie Maya à un public de dirigeants de compagnies aériennes. Aujourd'hui, je forme la prochaine génération de leaders de votre secteur. Maya lance également la Horizon Flight Academy, un camp d'été destiné aux jeunes enfants noirs intéressés par l'aviation. Des enfants dès l'âge de 12 ans y apprennent la conception des avions, la navigation et la sécurité aérienne. Aalia, aujourd'hui âgée de 22 ans, devient la première diplômée de Maya à être embauchée comme pilote de ligne. Le jour où Aalia obtient son brevet, Maya est plus fière que lorsqu'elle a sauvé le vol 447. « C'est toi qui as fait ça », dit Maya à Aalia pendant la cérémonie. « Non, nous l'avons fait ensemble », répond Aalia. « Tu m'as montré le chemin. » La fondation de Maya doit également faire face à des défis. Les fonds sont toujours limités, et certaines compagnies aériennes hésitent encore à embaucher des pilotes noirs. Mais Maya persévère. Elle crée des programmes de mentorat dans lesquels des pilotes noirs expérimentés accompagnent les nouveaux diplômés. Elle suit également la carrière de ces diplômés afin de s'assurer qu'ils sont traités équitablement par les compagnies aériennes. Maya reçoit un doctorat honorifique de l'université de Tuskegee, berceau des célèbres Tuskegee Airmen. Dans son discours, elle fait le lien entre son travail et leur héritage.
Les Tuskegee Airmen ont prouvé que les pilotes noirs pouvaient piloter des avions militaires, déclare Maya. Aujourd'hui, nous prouvons que les pilotes noirs ont leur place dans tous les cockpits américains. L'industrie aéronautique commence lentement à changer. Les compagnies aériennes publient pour la première fois leurs statistiques en matière de diversité. Les écoles de pilotage commencent à recruter dans les universités historiquement noires. Maya sait que les progrès sont encore trop lents, mais elle voit l'espoir dans les jeunes visages de ses étudiants. Le capitaine Williams, aujourd'hui à la retraite, travaille à plein temps comme bénévole pour la fondation. « Travailler avec Maya a été la partie la plus enrichissante de ma carrière », dit-il. James Mitchell a également quitté son emploi dans une compagnie aérienne pour travailler avec Maya. « Elle m'a sauvé la vie », explique-t-il. « Maintenant, je veux l'aider à sauver la carrière de jeune pilote. » Maya réfléchit à tout ce qui a changé depuis cette journée terrifiante à bord du vol 447. Elle est passée du statut de consultante en sécurité ignorée à celui de leader national en matière de diversité dans l'aviation. Mais Maya sait que son véritable succès ne se mesure pas à l'attention des médias ou aux récompenses. Il se mesure au nombre de jeunes pilotes noirs qui croient désormais que leur place est dans le ciel. Chaque fois qu'un de ses élèves est embauché par une compagnie aérienne, Maya repense à cette fillette de 8 ans assise près de la clôture de l'aéroport avec son père, rêvant de voler. Cette petite fille a finalement trouvé le chemin de la maison. Maya se tient dans la tour de contrôle de l'aéroport d'Oakland et regarde Alia se préparer pour son premier vol commercial en tant que commandante de bord. À 25 ans, Alia est l'une des plus jeunes femmes noires commandantes de bord du pays. Tour ici, Delta 1847, demande l'autorisation de décoller, dit la voix d'Alia à la radio. Maya sourit en l'écoutant. L'adolescente effrayée qui s'était approchée d'elle 6 ans auparavant commande désormais un avion de 150 passagers. « Aide à mon élève », dit Maya fièrement au contrôleur aérien. Maya a été invitée à voler en tant qu'observatrice lors du premier vol d'Alia en tant que commandante de bord. Il s'agit d'un vol symbolique entre Auckland et Atlanta, le même itinéraire que Maya avait emprunté lorsqu'elle avait sauvé le vol 447. Maya monte à bord de l'avion et s'installe dans le siège observateur du cockpit. Alia a l'air confiante et professionnelle dans son uniforme de commandante. « Tu es prête ?» demande Maya. « Je suis prête depuis le jour où je t'ai rencontré », répond Alia. Le vol se déroule à la perfection. Alia effectue toutes les procédures avec aisance. Maya l'observe avec la fierté d'une enseignante qui voit son élève réussir. Pendant le vol, Alia se tourne vers Maya. « J'ai quelque chose à te dire. Je lance mon propre programme pour former de jeunes femmes pilotes noires. » Maya sent son cœur se gonfler. « C'est merveilleux. Comment vas-tu l'appeler ?»« Wings of Hope », répond Alia. « Je veux me concentrer sur les filles issues de familles à faible revenu qui pensent que voler est impossible. » Maya réalise que sa mission dépasse tout ce qu'elle avait imaginé. Ses élèves deviennent elles-mêmes enseignantes. À leur arrivée à Atlanta, Maya est accueillie par des journalistes et des photographes. Mais cette fois, les questions sont différentes. « Tam Washington, quel effet cela fait-il de voir votre élève devenir commandante de bord ?» demande un journaliste. « C'est ça, le succès, » répond Maya. « Ce n'est pas seulement une personne qui brise les barrières, mais qui ouvre la voie à d'autres. » À l'aéroport, Maya rencontre 20 jeunes pilotes diplômés de son programme. Ils travaillent désormais pour des compagnies aériennes à travers le pays. Plusieurs d'entre eux suivent une formation pour devenir eux-mêmes commandants de bord. Le commandant Williams, aujourd'hui âgé de 65 ans, est également présent à la cérémonie. « Maya, vous avez tout changé, » lui dit-il. « Quand j'ai commencé à voler il y a 40 ans, je n'avais jamais vu de pilote noir. Maintenant, j'en vois partout. » Maya reçoit un prix spécial de la National Association of Black Pilots, mais le moment le plus émouvant est celui où une fillette noire de 10 ans s'approche d'elle. « Madame Washington, je veux être pilote comme vous. » Et le capitaine Alia, lui dit-elle. Maya s'agenouille pour se mettre à la hauteur de la fillette. « Comment t'appelles-tu ?»« Destiny. »« Eh bien, Destiny, si tu travailles dur et que tu n'abandonnes jamais, tu pourras voler où tu veux. » Maya regarde autour d'elle la foule de jeunes pilotes noirs, d'instructeurs et d'étudiants en aviation. Il y a 6 ans, elle était une consultante solitaire qui fuyait ses rêves. Aujourd'hui, elle est entourée de la prochaine génération d'aviateurs noirs qui changeront à jamais le ciel. La boucle est bouclée, mais le voyage ne fait que commencer. 5 ans plus tard, Maya se tient à nouveau devant le Congrès. Cette fois, elle ne témoigne pas de la discrimination.
Elle célèbre son succès. La Black Wings Foundation a formé plus de 200 pilotes, déclare Maya devant la commission parlementaire. 15% de tous les nouveaux pilotes noirs en Amérique sont diplômés de nos programmes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La représentation des pilotes noirs dans l'aviation commerciale a doublé depuis que Maya a créé sa fondation. Les grandes compagnies aériennes recrutent désormais activement parmi les diplômés de ces programmes. Maya s'est également développée à l'international. Elle dispose de centres de formation en Afrique du Sud, en Jamaïque et au Brésil. Les jeunes pilotes noirs du monde entier ont désormais des opportunités que leurs parents n'auraient jamais imaginées. À 42 ans, Maya continue de voler régulièrement en tant qu'instructrice de vol. L'enseignement lui permet de rester en contact avec sa passion, tout en aidant les autres à réaliser leurs rêves. Aujourd'hui, Maya effectue un vol spécial. Elle pilote un petit avion au-dessus de Détroit avec son père Marcus, aujourd'hui âgé de 82 ans. C'est le même itinéraire qu'ils empruntaient en voiture pour aller voir les avions quand elle était enfant. « Tu te souviens quand tu m'emmenais voir les gros oiseaux voler ?» demande Maya à son père. Marcus sourit. « Tu disais que tu voulais piloter un jour. Je savais que tu y arriverais. » Maya incline doucement l'avion, offrant à son père une vue imprenable sur l'aéroport métropolitain de Détroit. Des dizaines d'avions roulent et décollent, dont beaucoup sont pilotés par des diplômés de ces programmes. « Tu as fait plus que les piloter, ma petite fille, » dit Marcus. « Tu as ouvert le ciel à tout le monde. » Maya pense à toutes les vies qui ont changé à cause d'un atterrissage d'urgence. Alia est aujourd'hui chef pilote d'une compagnie aérienne régionale. 12 des élèves de Maya sont devenus commandants de bord. Des dizaines d'autres gravissent les échelons. L'industrie aéronautique a changé. Des enfants de toutes les couleurs voient des pilotes qui leur ressemblent. Les écoles de pilotage se font concurrence pour recruter des élèves issus de la diversité. Les compagnies aériennes mesurent leur succès en termes d'inclusion autant qu'en termes de profit. Maya reçoit un appel radio du contrôle aérien. November 247, vous avez de la compagnie. Le vol Delta Mu 205 souhaite vous saluer. Maya lève les yeux et aperçoit un avion commercial qui vole à côté de son petit avion. À travers le hublot, elle voit Alia lui faire signe. « Ici, le capitaine Johnson, vol Delta 1205, » dit la voix d'Alia dans la radio. « Merci de m'avoir montré le chemin, Maya. » Maya appuie sur le bouton de son micro. « Merci d'avoir si bien piloté, capitaine. » Alors qu'il survole Détroit, Maya repense à son parcours. Elle est passée du rejet de l'armée à la sauvegarde de 200 vies, puis à la transformation de tout un secteur. Mais Maya sait que la véritable victoire n'est pas son succès personnel. Ce sont les milliers de jeunes qui croient désormais qu'ils peuvent atteindre les sommets. Maya regarde l'horizon qui s'étend à l'infini devant elle. Elle pense à la petite Destiny, cette fillette de 10 ans qui veut devenir pilote. Dans 10 ans, Destiny pilotera probablement son propre avion. Maya met le cap vers chez elle. Son père à ses côtés et une nouvelle génération de pilotes volant tout autour d'eux. Le ciel n'a vraiment aucune limite pour ceux qui ont le courage de le conquérir.